Donc l'âge d'or, c'est l'histoire de la princesse Tilda, qui à la mort de son père, le roi Rohan, est censé lui succéder sur son trône. Sa mère et son jeune frère fomentent un complot pour placer son frère sur le trône et la condamnent à l'exil. Avec l'aide de deux compagnons, Tancred et Berthil, elle va partir à la reconquête de son pouvoir. Mais en même temps, dans ce royaume, les paysans se révoltent et on raconte une légende, la légende de l'âge d'or. Notre livre à nous raconte comment le destin de Tilda, celui des personnages qu'elle croise et celui de tout son peuple sont liés à ce livre qui a un pouvoir magique, qui est capable, suivant l'usage qui en est fait, de changer le cours du monde. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. D'une certaine manière, oui, une fiction, enfin vraiment avec avec de l'aventure en fait, de l'action, des personnages qui avancent comme ça, qui vont d'un point A à un point B, une quête, et puis un truc de genre un peu d'une certaine façon parce que c'est une fable, enfin c'est sur le ton de la fable. Après, je pense que c'est l'origine du projet qui fait que qui s'est construit de cette manière-là, le fait que très vite on soit mis à travailler à deux sur l'histoire et qu'on ait cherché comme ça à mêler à la fois c'est l'histoire de ce personnage qui traînait un peu dans mes carnets et puis l'envie qu'on avait à ce moment-là de parler de politique, de parler d'utopie et de trouver un moyen lisible, accessible, facile par l'action en fait justement d'en parler et pas du tout d'un côté justement intimiste, théorique. C'était vraiment on voulait que ce soit le plus accessible possible. Donc c'est l'interaction après du travail à deux qui fait que le livre prend une direction différente de mes livres précédents quoi. Il y a l'utopie d'une manière générale et puis effectivement la dimension féministe du livre. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là avec Cyril, c'est qu'on était dans un moment avant les élections présidentielles, enfin bien avant, dans une phase préélectorale où on sentait que voilà, la politicienne nous fatiguait énormément et on avait l'impression de ne voir aucune issue. Voilà, faire une fiction qui remettent de l'enchantement dans le politique. En fait. Et à côté de ça, il y avait aussi une volonté de faire de créer des personnages féminins puissants, qui soient complexes, qui ne soient pas des stéréotypes en fait. Dans le livre, à un moment donné, la princesse Tilda, elle est séparée de ses compagnons parce qu'elle est blessée et elle est recueillie par une communauté de femmes. Voilà, nichée dans la forêt, dans une forêt qui est réputée qui est une forêt légendaire dont les gens ont peur en fait parce que justement on raconte que des sorcières y vivent ou des créatures en tout cas maléfiques et dans cette forêt du coup vivent un petit groupe de femmes qui on le comprend ne sont dirigées par personne en fait elles vivent d'égal à égal. Elle explique qu'elles ont besoin de se protéger de la violence des hommes et que c'est pour ça qu'elles vivent entre femmes. On ne veut pas dire que la non-mixité c'est une solution. Enfin, j'essaie à chaque histoire de trouver la manière qui serait la plus juste de le raconter ou le dessiner, donc ça pose des questions sur le graphisme, sur la narration. Là, dans l'âge d'or, il y a à la fois des formes très classiques de narration qui sont liées aux scènes d'action, etc. Et il y a aussi des manières de raconter qui sont plus inhabituelles dans mon travail, avec des grandes images panoramiques, des déplacements de personnages à l'intérieur de ces images, des choses comme ça. Là, c'est parce qu'en en parlant avec Roxane, on essayait de trouver une définition, enfin un style graphique qui serait juste par rapport au ton du récit, qui viendrait évoquer le ton de la fable, de la féerie, qui amènerait de la bizarrerie dans le récit, qui serait pas trop réaliste. Enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui se découvre petit à petit en dessinant en réalité. Enfin, c'est un travail que j'entreprenais et j'étais parfois assisté par des gens parce que c'était très très long à mettre en œuvre. J'avais deux personnes qui m'assistaient, Joran et Claire. Et en fait, techniquement, moi je dessinais en noir et blanc d'une manière classique, au pinceau, à la plume et toutes mes planches. Et ensuite, je les numérisais. Et après, c'est chacun de ces traits noirs qui est transformé en couleur par des procédés numériques sur Photoshop, etc. Et c'est un procédé qui est un peu long, un peu complexe, mais qui permet d'obtenir un effet comme ça, un peu de broderie, de fil doré comme ça sur des fonds très sombres, couleur nuit. Là aussi, c'était pour essayer de trouver une espèce d'imagerie comme ça féerique, un peu étrange, qui soit absolument, le moins possible, pas trop en tout cas réaliste, qui amène ailleurs comme dans un autre univers. Pour pouvoir utiliser cette technique de mise en couleur, où c'est le trait en fait qui apporte de la couleur, il fallait que je sois justement un peu obsessionnel du petit trait dans les arbres, dans les matières, dans les tissus. Voilà, je mets beaucoup de traits parce que c'est ces traits-là qui deviennent de la couleur plus tard. Et puis après,
Bon, bah, c'est un mélange de différentes influences. C'est à la fois mon dessin naturel, une tentative de chercher une forme un petit peu nouvelle, et puis toutes mes influences de manière générale. Mais après, il y a l'utilisation euh, de fausses perspectives, d'ornements aussi, beaucoup. Il y a des motifs qui reviennent, des motifs végétaux, des motifs de décoration, qui ça, là sont plus qui rappellent plus l'enluminure, par exemple. Donc c'est ce mélange-là qui, à la fin, fait un dessin singulier qui est celui du livre, en fait. La forêt, je pense que c'est quand même un motif traditionnel du conte, quand même. C'est-à-dire, on se perd dans la forêt, il y a les fées, enfin, c'est l'univers de la magie, c'est l'univers du danger. Ça, c'est quand même un motif, je pense, qu'on a repris, qui fait partie des références populaires autour des fables. Mais après, les motifs en eux-mêmes, non, là, ça, c'est quelque chose qui s'impose. L'ornementation florale, c'est un truc qu'on retrouve très très vite, en fait, dans l'histoire de l'art. Et après, la manière dont les motifs floraux, par exemple, sont représentés dans les tapisseries médiévales, c'est intéressant, c'est pas du tout réaliste. C'est des motifs, c'est des motifs décoratifs qui se répètent. Et c'était intéressant d'essayer d'utiliser ce genre de choses. Après, moi, je faisais pas non plus, enfin comment dire, j'avais une obligation de faire une bande dessinée, de faire un récit, donc je peux pas non plus être dans une recherche esthétique permanente, c'est-à-dire que faut que mon récit avance, donc il y a un moment donné où je me décolle, enfin je m'éloigne de ces références-là et de ces influences-là pour faire une histoire quand même. Quand on a construit le récit, ce qui nous a paru vraiment intéressant dans le fait d'utiliser un conte médiéval, c'est le fait que les personnages sont plongés dans un monde dont on sait tous qu'il n'existe plus. Eux, ils ont l'impression que ce monde-là va être éternel, celui des seigneurs et des serfs, que de toute éternité ils seront opprimés, et surtout que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et le lecteur sait que ce n'est pas vrai. Et que donc leur espoir, qui allait pour eux est complètement utopique, ils ont raison en fait de le vivre. Et on pensait qu'en racontant ça, c'était une bonne manière d'évoquer pour le lecteur que dans notre époque contemporaine, on vit peut-être la même situation. Une sensation d'impasse, d'une utopie impossible, alors qu'en réalité, elle a de vocation à exister. C'est-à-dire que ce qui se déploie autour de nous n'est pas un ordre naturel. C'était vraiment un bon... Enfin, on avait l'impression que c'était un artifice efficace pour que le lecteur accepte cette idée-là, en fait, que d'un seul coup, elle devienne audible pour lui. C'est une réflexion sur le pouvoir aussi qui est hyper important dans le livre. Et justement, en fait, que ce personnage de Tilda, qui au début du livre ressemble à un personnage totalement idéal, une jeune princesse qui est assez progressiste, en tout cas qui a l'air de se soucier du bien de son peuple, en fait se retrouve à partir du moment où elle prend la décision de partir à la reconquête de son pouvoir et qu'elle se rapproche de plus en plus de ce livre un peu magique qui est l'âge d'or. Elle devient de plus en plus sombre et elle se fait ronger par sa quête, en fait, son désir de pouvoir. Et quand elle croise pour la première fois la route, quand elle se retrouve mêlée à la quête des insurgés, du coup, ce désir d'émancipation, ça ne lui plaît pas du tout. Enfin, elle devient de plus en plus sombre. C'est comme si il y avait une espèce de maladie du pouvoir. Comme si le pouvoir venait entacher la noblesse de cœur. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que du coup, elle, aussi héroïque soit-elle, elle n'y est pas insensible à ça, à la tentation de l'abus d'autorité, de choses comme ça. Et il y a quelque chose qui se dégrade en fait en elle, comme une maladie, comme une espèce de poison qui se diffuse lentement et qui vient entacher sa perfection telle qu'elle apparaît au début de l'histoire, quoi. Et il va sortir en principe, si Cyril travaille bien, en mars 2020. Je dis ça parce que le scénario il est complètement écrit. Mais il a quand même 220 pages à dessiner, ce qui demande un peu de temps tout de même. Un tout petit peu moins maintenant, parce que j'ai déjà dessiné une vingtaine, donc j'ai plus que 200 pages à faire, donc ça va très bien se passer.